Charles Huth était coureur cycliste et perceur de coffre-fort. René Belbenoin, voleur de poules. Tran Khachman, pirate dans les mers de Chine. Jacek Baron, un assassin promis à l'échafaud. Chacun d'eux a emprunté un jour l'un des 1000 chemins que la France avait tracés pour se débarrasser de ces délinquants et criminels en les envoyant purger leur peine à plusieurs milliers de kilomètres de la métropole, dans ce qui fut le premier archipel carcéral, le bagne de Guyane. Charles, René, Tran Khach et Jacek ont réussi à lui survivre. Aujourd'hui, les seules traces qui restent d'eux sont les souvenirs des combats qu'ils ont menés du fond de leurs cellules et leurs dossiers disciplinaires, méticuleusement conservés par la justice. Ils ont connu l'arbitraire d'une administration toute puissante qui n'avait de compte à rendre à personne. Ils ont connu la promiscuité et le règne des caïds dans les dortoirs collectifs. Ils ont connu la faim et les cellules d'isolement transformées en mouroirs. Ils ont connu ces trains qui ne menaient nulle part, et l'enfer des camps forestiers où les forçats tombaient de fièvre et d'épuisement, en rêvant d'évasion. Ils ont connu les fouilles au corps et les bagarres entre détenus. Le bagne les a marqués comme jadis étaient marqués au fer rouge les condamnés aux galères. Ils ne se sont jamais avoués vaincus. Ils n'ont jamais réussi non plus à lui échapper totalement, comme les vestiges du bagne sont aujourd'hui prisonniers de la jungle. Témoignages vivants de son agonie, leurs destins sont à l'image de la longue tragédie que le bagne a été pendant près d'un siècle, pour plus de 70 000 hommes. Ce film est leur histoire. Charles Huth était pour la justice l'exemple même du gibier de potence qu'il faut à tout prix éloigner de la métropole pour éviter la contagion. Né à la frontière du Luxembourg, enfant des crassiers et des laminoirs, à 20 ans, il est condamné à 3 mois de prison ferme pour vol. À peine libéré, il est à nouveau 3 fois incarcéré pour vol et coups et blessures. 1 an plus tard, il replonge. Les juges se montrent cette fois plus sévères. Charles est condamné à 3 ans de prison ferme et 5 ans de mise à l'épreuve. Condamné 5 fois en 2 ans, il sait qu'à la prochaine arrestation, c'est le bagne qui l'attend. Charles s'absorbe alors dans son autre passion, le vélo. Vainqueur de plusieurs courses régionales, il passe professionnel. Pendant 4 ans, Charles ne fait plus parler de lui que dans les journaux sportifs. En 1920, il est rattrapé par ses vieux démons et cambriole une gendarmerie où sont déposés les fonds pour la reconstruction de sa région. Donné par un complice, il est condamné par la cour d'assises de Nancy à 12 ans de travaux forcés. Commence alors pour lui le long chemin qui mène au bagne de Guyane. Charles est incarcéré dans la forteresse de l'île de Ré, où sont regroupés tous les condamnés avant leur départ pour les tropiques. Ré est l'antichambre du bagne. « 27 décembre 1921. 610 forçats partent pour la Guyane. Charles est fin prêt.
Il s'est fabriqué une lame pour se défendre et a mis toutes ses richesses dans son plan, une sorte d'étui à cigares que tous les bagnards dissimulent dans leur rectum. Pour éviter tout risque d'évasion, le Lamartinière attend les forçats au large. La municipalité a interdit la circulation, fermé les quais et les rez-de-chaussée, mais des curieux se pressent en dépit du froid. Le corps des gardiens ordinaires est renforcé par la troupe pour éviter tout débordement. Charles, les poignets entravés, est gêné pour tenir le quignon de pain qui lui servira de nourriture en arrivant à bord. Il va bientôt disparaître dans la soute de cet ancien cargo transformé en prison flottante. En grimpant aux échelles de coupée, Charles regarde, une dernière fois, ce pays qui ne veut plus entendre parler de lui. À l'intérieur, sans ménagement, les condamnés sont entassés par groupes de 80 dans des cages qui courent de part et d'autre du ventre du bateau. Matin et soir, pendant 5 minutes, Charles et les autres sont autorisés par petits groupes à gagner le pont pour prendre l'air. Après un mois de mer, le Lamartinière double le phare de l'Enfant perdu. Le bagne n'est plus loin. L'arrivée d'un convoi est un événement qui sort Saint-Laurent du Maroni de sa torpeur. Les nouveaux arrivants viennent remplacer les morts et les impotents des convois précédents. C'est la promesse d'une nouvelle main-d'œuvre, fraîche, taillable et corvéable à merci, qui fait vivre toute la Guyane. L'ordre est donné de faire débarquer les forçats. Charles, à son tour, foule la terre ferme. Le médecin monté à bord l'a trouvé en bonne santé. Ce n'est qu'une formalité. Personne n'est jamais renvoyé en métropole. Sous la surveillance fébrile de leurs nouveaux gardiens, les bagnards sont conduits vers le pénitencier distant d'une centaine de mètres. Dans la cour centrale qui lui fait face, Charles découvre 12 cases qui peuvent contenir jusqu'à 200 bagnards chacune. Comprend-il qu'elles seront, pour les années à venir, tout à la fois sa maison, son usine, son marché et sa prison? Mis à l'isolement par groupe de 60, c'est seulement après des formalités anthropométriques et une nouvelle visite médicale que Charles et les autres connaîtront leur affectation définitive. Demain, il restera peut-être ici, ou sera envoyé dans l'un des autres camps de travail dont la commune pénitentiaire de Saint-Laurent du Maroni est le centre de tri et la capitale administrative. « 6 heures du matin. Le tambour roule le réveil. Les gardiens aux ordres reçoivent les consignes de la journée. Les porte-clés débarrent les portes des cases. Dès le premier jour, dès la toilette, c'est sa survie qu'on organise. On se débrouille, on trafique, on échange sa vareuse contre du tabac, quelques billets contre une faveur. Puis au garde à vous, les bagnards répondent à l'interminable appel des surveillants. Charles assiste au départ des anciens en corvée. Saint-Laurent est l'unique commune de France qui ne soit pas administrée par un maire, mais par le directeur de l'administration pénitentiaire. Toutes les briques qui la composent ont été moulées par les bagnards. Véritable fourmilière construite par et pour le bagne, Saint-Laurent vit en vase clos. Sa scierie, ses champs de culture maraîchère, ses abattoirs,
sa forge, sont tous tenus par des forçats, qui font vivre toute la colonie. Reconnu par un surveillant passionné de courses cyclistes, Charles réussit miraculeusement à se faire nommer à la cuisine. Une place de choix d'où il peut détourner et revendre de la nourriture aux détenus, comme aux surveillants. Après 6 mois d'observation, en récompense de sa bonne conduite, Charles est élevé au rang de bagnard de 2e classe. Il est envoyé aux îles du Salut, comme auxiliaire de l'administration. Royal, à gauche, est réservé aux vedettes des assises. Au Diable, au centre, sont placés les déportés politiques. À Saint-Joseph, à droite, sont regroupés les irréductibles. La mer, infestée de requins avec ses courants qui tirent vers le large, vaut tous les murs d'enceinte. Comme on ne peut y accoster en bateau, c'est une baleinière manœuvrée par des forçats qui conduit Charles à Royal. Royal, c'est la vitrine du bagne. L'autarcie totale du bagne, rêvée par l'administration pénitentiaire, y fonctionne si bien qu'il est difficile de savoir qui surveille qui, des 300 bagnards et des gardiens qui la peuplent. L'ennui comme la crainte qui y règne sont tels que les surveillants ne supportent pas leur séjour plus de 3 mois. Ici, comme à Saint-Laurent, les forçats sont tout entiers au service de la pénitentiaire. Ils servent dans la maison du directeur, les plus instruits font la classe à l'école, assistent le prêtre à l'office dans la chapelle, ou sont employés comme infirmiers à l'hôpital. Ils servent aux messes des célibataires ou sont garçons de famille dans les maisons des surveillants mariés qui jouxtent leurs cellules. Dans ce calme précaire, ces forçats qui marchent sur ces 5 dalles ont-ils conscience que ce sont les cales sur lesquelles, peut-être, pour eux, le bourreau dressera un jour la guillotine? Et celui-là qui se perd dans la lecture d'un roman, songe-t-il qu'à Royal, il n'y a pas de cimetière pour les forçats, et que ces tatouages seront jetés en pâture aux requins le jour où la maladie ou un mauvais coup de couteau auront eu raison de lui? Charles dit avoir passé ici les années les plus paisibles de son existence au bagne. De l'autre côté de l'Atlantique, René Belbenois vient d'obtenir son passeport pour la Guyane. René est un enfant du bagne. Né le 4 avril 1899 à Paris dans une famille d'ouvriers sans histoire, après avoir obtenu son brevet d'études élémentaires, René est engagé par son oncle dans un cabaret de Pigalle. Il y découvre l'argent et la vie facile. Renvoyé pour avoir joué aux courses l'argent que lui avait confié un client, René entame une vie de maraude et de chapardage. Arrêté pour de menus larcins et pour avoir voyagé sans titre de transport, il est acquitté en raison de son âge, 16 ans, mais placé par la justice dans une maison de correction, véritable école du bagne. Ici, comme en Guyane, même travaux harassants, même cachot, même violence, même projet absurde. La France est en guerre. Plutôt que de continuer à subir cet enfer, René devance l'appel. Après l'armistice, il reprend son tour de France de la débrouille. On signale ses forfaits aux 4 coins du pays, mais René demeure insaisissable, jusqu'au jour où la police le retrouve. L'aventure s'arrête devant les portes du tribunal de Dijon.
Ex-enfant bagnard, multirécidiviste, René devine que le bagne l'attend. Par le jeu du doublage, s'il écope de moins de 8 ans de travaux forcés, il pourra espérer revoir Paris. Mais s'il est condamné à une peine égale ou supérieure, ce sera alors l'astreinte à résider en Guyane, à vie. La France, qui veut s'en débarrasser, le condamne le 29 mai 1922 à 8 ans de travaux forcés, et donc à la relégation à perpétuité. La moitié des bagnards d'un convoi meurent dans la première année. De constitution chétive, à bord du Lamartinière qui le conduit vers la Guyane, René pressent qu'il a peu de chances de s'en tirer. Lorsqu'il aperçoit depuis le pont les rives de la Guyane hollandaise à un jet de pierre de Saint-Laurent, René n'a plus qu'une idée en tête: traverser le Maroni et s'évader. S'évader au plus vite. Mais encore faut-il sauter les murs d'enceinte, traverser les grilles, crocheter les lourdes portes et arracher sa cheville de la manille qu'il arrive au bas-flanc. Lorsque, comme les autres condamnés, il passe à l'anthropométrie, il reçoit le matricule 46 635, qui sera bientôt sa signature. « 1,62 m pour 50 kg. Dans ce monde de brutes, René doit à sa faible constitution d'être classé travaux légers. Affecté à l'extérieur du camp de la transportation, il rejoint le camp des impotents, duquel il est plus facile de s'échapper. Un mois seulement après son arrivée, René se soustrait à la surveillance des gardiens et se fait la belle en revenant de corvée. Aussitôt repris, il est placé au cachot. René y attend 3 mois au blocos, sa comparution, devant le tribunal maritime spécial qui décidera de sa peine. Lors de la promenade quotidienne, en tournant en rond, René ne cesse de ressasser de nouveaux plans d'évasion. La prochaine fois, ce sera la bonne. Comme ses prisonniers chargés de l'entretien des jardins du gouverneur, Charles Huth vient d'être transféré à Cayenne. Passé prisonnier de première classe, il jouit d'une cellule individuelle qu'il peut décorer à sa convenance. Dans la journée, en compagnie d'autres bagnards, Charles sillonne les alentours de la capitale et pose des lignes télégraphiques. Autorisé à circuler en ville, derrière sa soumission de façade, Charles lui aussi rêve de se faire la belle. Mais pour cela, il faut de l'argent. Charles, le cambrioleur, sait où et comment s'en procurer rapidement. Le 21 juin 1925, en plein centre de Cayenne, il cambriole le grand magasin Théobald. Dénoncé une fois de plus par un complice, il passe devant le tribunal maritime spécial et écope de 20 mois de réclusion sur l'île Saint-Joseph. Surnommée par les bagnards la mangeuse d'hommes, Saint-Joseph est l'île du silence et de l'enfermement absolu.
Charles y est enfermé dans l'une de ces cages à ciel ouvert que surveille du haut d'une passerelle un gardien qui épie tous ses faits et gestes et punit la moindre parole de 30 jours supplémentaires de cachot. Une fois par jour, sa maigre pitance lui est distribuée par l'étroit guichet à hauteur de tête, seul contact que les hommes auront avec l'extérieur pendant la durée de leur peine. Ici, pas de promenade. Une fois par semaine, un médecin, sans ouvrir la porte, vient se rendre compte des progrès du scorbut ou de la folie. Charles a entendu parler de ces bagnards qui y ont passé plusieurs années. Les murs portent encore les traces de leur séjour. S'ils ont résisté, lui aussi s'en sortira. Mais le pire est ailleurs. René Belbenoit, classé incorrigible par le tribunal maritime spécial, est envoyé au camp forestier de Charvin. C'est à Charvin que la condamnation aux travaux forcés prend tout son sens. Charvin est l'enfer du bagne. À seulement 20 km de Saint-Laurent, mais déjà perdu dans la moiteur de la jungle, les bagnards n'ont pour survivre que 80 grammes de viande et 300 grammes de pain par jour. Les bagnards y sont ravalés au rang de bêtes de somme. René doit chaque jour abattre son quota d'un bois plus dur que la pierre, sous l'œil de gardien prêt à tirer à tout instant. Devine-t-il que l'on tirera de ces rondins des essences rares pour que les dames des beaux quartiers de Cayenne ou de Paris puissent se parfumer? Et celles-ci savent-elles combien d'hommes sont morts pour chaque goutte qu'elles déposent sur leur nuque? Ici aussi, les visites des médecins sont rares. Et tout est bon pour se faire porter malade. Comme ce détenu qui refuse de prendre sa quinine. Mieux vaut souffrir du palu que mourir à la tâche. On ne survit pas plus de 6 mois à Charvin. Après 4 mois, exsangue, René parvient à se faire interner à l'hôpital de Saint-Laurent. L'hôpital, c'est le rêve de tous les bagnards. Ici aussi, tout s'achète, y compris le droit de rester malade. C'est là que René va faire une rencontre qui va changer sa vie. Depuis 1923, le scandale provoqué en France par l'enquête au bagne d'Albert Londres intrigue l'Amérique. Les plus grands journaux y envoient leurs meilleurs reporters. L'administration pénitentiaire, qui prétend n'avoir rien à cacher, leur ouvre grand ses portes. C'est ainsi que René fait la rencontre de Blair Niles, envoyé spécial du New York Times. Il lui raconte sa vie et la guide dans les arcanes du bagne. De retour aux États-Unis, Blair Niles publie un long article dans lequel il n'est question que du matricule 46 635, celui de René Belbenoit. Et le public américain se passionne pour les aventures de ce petit Frenchie qui résiste au bagne et possède un sacré talent de conteur. Blair Niles fait même de sa vie un roman qui devient vite un best-seller. Critiqué en France, le bagne devient alors, grâce au témoignage de René, un scandale aux États-Unis aussi. L'administration prend peur. René négocie son silence contre une planque. Il devient archiviste à la résidence du gouverneur, une place stratégique d'où il peut accumuler des informations qu'il consigne soigneusement comme autant de pièces à conviction.
En 1930, parvenu au terme de sa peine de travaux forcés, René est libéré. Il profite alors, malgré son astreinte à résidence en Guyane, d'une permission exceptionnelle pour aller au Panama, d'où il compte reprendre sa croisade contre le bagne. Attaqué de l'extérieur, le bagne va bientôt l'être aussi de l'intérieur, avec le transfert de détenus indo-chinois. Révoltés par la présence française en Indochine, une poignée de jeunes militants communistes et nationalistes s'insurgent et massacrent une garnison de l'armée française. Arrêtés, torturés, ces jeunes militants sont envoyés croupir au bagne de Pulo Condor, bâti sur le modèle guyanais. Par un curieux hasard, arrive dans la cellule de ces politiques Tran Khakman, marin de la baie d'Along, condamné pour fait de piraterie. Contre l'avis de l'Assemblée nationale, le gouverneur d'Indochine imagine se débarrasser de ces activistes qui transforment Pulo Condor en une gigantesque cellule communiste. Il les envoie purger leur peine à des milliers de kilomètres de chez eux. Peut-être, sous le climat guyanais qui ressemble tant au leur, les Anamites parviendront-ils à concrétiser le rêve de colonisation que les 80 premières années du bagne ont changé en fiasco. Le 3 décembre 1930, le Lamartinière, venu spécialement de France, mouille dans le port de Saïgon. Tran Khak, avec 250 autres détenus, fait partie du voyage. Les Anamites sont d'abord incarcérés au dépôt central de Cayenne. Ils sont acheminés ensuite par un détachement de tirailleurs sénégalais en plein cœur de la forêt équatoriale, dans le territoire de l'Inini, que l'administration coloniale vient de décréter priorité numéro 1 de l'aménagement du territoire de la Guyane. Le camp qu'ils doivent fonder est un camp forestier, à l'image de Charvin, à 2 jours de pirogue de Saint-Laurent-du-Maroni. Coupé de tout, encadré par une poignée de gardiens, Tran Khak et les autres Anamites doivent tout y construire, les maisons des gardiens comme leurs propres abris. Très vite, dans ce camp dit de la Forestière, les suicides et les évasions se multiplient. Mais ce qui inquiète vraiment l'administration pénitentiaire, c'est que les prisonniers continuent de s'organiser en cellules communistes. Pour casser leur résistance, après 4 ans de travail, l'administration ferme le camp et l'abandonne à la jungle. Les Anamites sont dispersés par petits groupes. Tran Khak est envoyé à 60 km de Cayenne, au camp de Cricanguille. Tout est à refaire. Les mêmes travaux de force recommencent. Oubliés de tous, placés sous haute surveillance, ils continuent à protester et par défi à célébrer la fête du Tête pour l'année nouvelle. Du Panama, où il a trouvé refuge, René alimente la presse illustrée française de ses récits sur le bagne. Et celle-ci fait ses choux gras de ses chroniques écrites pour la première fois par un bagnard. Le 19 octobre 1931, décidé à jouer le tout pour le tout, il s'embarque clandestinement à bord du Wyoming qui doit rallier la France. À peine arrivé au Havre, il est immédiatement arrêté lors d'un contrôle de police.
La justice décide de le renvoyer en Guyane pour y être jugé par le tribunal maritime spécial pour rupture de résidence. Mais René n'est plus un simple voleur de poules. Il écrit des articles pour des journaux populaires à très fort tirage. René est désormais une vedette. Interdit par la censure en France, un film qui a connu un grand succès aux États-Unis a même été adapté de sa vie par la Metro-Goldwyn-Mayer. Afin d'obtenir sa grâce, la presse et le grand public se mobilisent. Peine perdue. Fin septembre 1933, René reprend le chemin du bagne. De nouveau, il embarque à l'île de Ré sur le Lamartinière, en compagnie d'un certain Henri Charrière, dit Papillon. À peine arrivé, il est immédiatement transféré en cellule à l'île Royale, avec les autres vedettes des cours d'assises. Il y retrouve le faussaire Lagrange, qui a été chargé de décorer la chapelle. Il retrouve aussi Guillaume Seznec, qui est affecté au sémaphore, grâce auquel par gros temps les îles communiquent avec la Grande Terre et signalent les tentatives d'évasion. Consciente du danger qu'il représente, l'administration pénitentiaire met René sous haute surveillance, multiplie les punitions et fait tout pour l'empêcher d'écrire. Le 3 novembre 1934, René, qui a enfin purgé sa peine, est à nouveau libéré, mais reste astreint à résidence en Guyane, à vie. Il met 6 mois à peaufiner sa nouvelle cavale. En compagnie d'autres détenus, il s'évade par la mer, direction les États-Unis via Trinidad, qui n'a pas d'accord d'extradition avec la France. Déporté par le Gulf Stream, qui le rabat vers le continent, René accoste en Colombie, par laquelle il décide de remonter à travers toute l'Amérique centrale, sans passer par les villes, jusqu'en Californie. Jacek Baron vient d'arriver au bagne. Né en 1905 à Varsovie, Jacek rêvait de vivre en France. Après avoir rejoint Paris à pied et survécu comme il le pouvait dans le quartier du Marais, un jour coiffeur, un autre cuisinier, en 1930, pour obtenir la nationalité française, il s'engage dans la Légion. Blessé lors des combats de la guerre du Rif, il est affecté à la cuisine d'un colonel dont il devient le souffre-douleur. Un jour que celui-ci critique ses confitures trop sucrées, Jacek, dans un accès de fureur, passe le colonel, sa femme et leur fille de 13 ans au fil de sa baïonnette. Condamné à mort, Jacek bénéficie de circonstances atténuantes et voit sa peine commuée en travaux forcés à perpétuité. Sur son chemin depuis l'île de Ré vers la Guyane, le Lamartinière fait escale à Alger pour l'embarquer avec 80 autres bagnards maghrébins. Jacek monte à bord sous l'œil de ses anciens compagnons d'armes. Il sait qu'au bagne, les tueurs d'enfants ne sont pas les bienvenus. Dès son arrivée, Jacek choisit donc de se faire oublier. Il se coule dans le moule du pénitencier, docile, discipliné, remarqué pour sa bonne conduite. En 20 ans, comme en témoigne son livret disciplinaire, il n'est puni que 2 fois.
Une première fois pour s'être volontairement ébouillanté afin d'échapper à une corvée, une deuxième fois pour avoir jeté le chat de la boulangerie dans le four. Pour lui, le bagne est une caserne comme une autre, où l'on tue le temps entre deux corvées, en lisant, en jouant aux cartes, en cantinant, en améliorant son ordinaire comme on le peut. Ironie du sort. Affecté à la boulangerie du quartier disciplinaire, Jacek se souvient d'avoir assisté un matin à la peine qu'il aurait dû subir. Ans après son arrivée, Charles vient de finir sa peine. L'administration pénitentiaire lui remet le solde de son pécule, 132 francs 10, c'est-à-dire moins d'un mois de salaire pour 12 ans de travaux forcés. En arrivant à Cayenne, il comprend mieux ce refrain entendu un jour de la bouche d'un ancien forçat. C'est après les travaux forcés que commence le vrai bagne. Charles croise dans les rues de celle qu'on appelle Tafiaville, ces vieux blancs condamnés à finir leur jour en Guyane, édentés, hâves, souffrant de rhumatisme, dormant sur les trottoirs, partageant les repas des charognards et mendiant le sou pour acheter leur ration de tafia. Il ne veut pas finir comme eux. Il décide de s'évader par la mer, comme René, direction Trinidad. De là, il s'embarque clandestinement pour la France. Il est arrêté à Cherbourg. Dans sa cellule de la forteresse de l'île de Ré, Charles a appris que le président de la République, Albert Lebrun, vient de signer un décret qui abolit la peine de transportation. Pourtant, le 19 décembre 1938, condamné lui aussi pour rupture de résidence, avec 665 autres condamnés, Charles repart pour la Guyane. Il avait été du premier voyage du Lamartinière, il fera partie du dernier. Deux ans plus tôt, le Front populaire a aboli l'emprisonnement pour motifs politiques. Dans le camp où ils sont parqués depuis 5 ans, Tran Kak et les autres déportés vietnamiens protestent et s'organisent. Ils impriment des tracts exigeant leur libération. Rien n'y fait. Le gouverneur de Guyane, qui aimerait bien s'en débarrasser, n'a pas les moyens de les faire rentrer chez eux. Mais il veut encore moins que ce cancer communiste se répande sans contrôle dans la Guyane. Pour Tran Kak et ses compagnons, la libération est encore lointaine. René, quant à lui, poursuit son odyssée vers les États-Unis. À pied, pour éviter de se faire repérer, il remonte depuis la Colombie jusqu'au Panama. Là, il est recueilli par des Indiens et rencontre le journaliste William Lavar, qui publie le récit de sa dernière évasion. Le public américain se passionne à nouveau pour les aventures du héros de Blair Niles. En mars 1937, épuisé, René débarque aux États-Unis au terme d'un périple de plus de 2 ans. Attendu à New York, il est ovationné à Manhattan. Les éditeurs lui font des ponts d'or. René écrit « Dry Guillotine », un réquisitoire contre le bagne. Son livre connaît un succès fulgurant dans une Amérique qui vient d'entrer en guerre contre le nazisme et qui s'en sert dans sa guerre de propagande en assimilant le bagne au camp de concentration nazi. Mais avec la fin de la guerre et la découverte de la mise en œuvre de la solution finale, le bagne passe au second plan. Les livres de René sombrent alors dans l'oubli. Il se retire donc dans un petit village de Californie et survit, comme d'autres le firent au bagne, en vendant des papillons. En 1941, sous prétexte de s'engager dans les forces françaises libres, Charles a bénéficié d'une filière d'évasion. Mais c'est à Cuba qu'on le retrouve. Il se livre à la vente d'armes. Il traficote au soleil.
Sur les conseils d'Hemingway, au bout de 5 ans, il rentre en France avec l'idée d'écrire ses mémoires. Mais à Paris non plus, le bagne ne fait plus recette, hormis auprès de quelques lecteurs de Saint-Germain-des-Prés qui lui remettent le prix du tabou. Le bagne appartient désormais à l'histoire. Soucieuse de sa nouvelle image, la France a décidé de le liquider et ne veut plus en entendre parler. C'est dans la plus grande discrétion que depuis 1945, le gouvernement a confié le rapatriement des derniers bagnards à l'armée du salut. Pour survivre, Charles continue donc de faire ce qu'il a toujours su faire. Il se débrouille. En 1967, à 73 ans, il est arrêté une dernière fois pour recel de bijoux volés. Quand il ressort de prison, c'est pour constater le succès planétaire d'un autre bagnard, Henri Charrière, condamné aux travaux forcés à perpétuité pour assassinat, qui est lui aussi revenu de Guyane et a écrit un roman racontant ses aventures, Papillon. Charles, qui y voit un moyen d'accéder à la notoriété, accuse Papillon d'être un imposteur. Vous avez été condamné à quoi? À 12 ans de travaux forcés. Et vous êtes resté combien de temps au bagne? 34 ans exactement. Vous savez bien que la vérité est souvent invraisemblable. De toute façon, il y a une cour d'assises qui va condamner aux travaux forcés à perpétuité. Il y a une évasion qui va jusqu'en Colombie, puisque officiellement on est venu me chercher jusqu'à Barranquille. Il y a une autre évasion qui passe par le bagne vénézuélien. Tout cela a été contrôlé. Pour moi, il n'y a absolument rien de vrai. Peut-être qu'il a été au bagne, je ne peux pas le contester. Mais dans tout son livre, je l'ai lu 3 fois, je ne retrouve qu'une chose. Il a fait un livre par des racontages et sans doute copié sur mon livre à moi et sur le livre d'autres amis. J'ai lui écrit une lettre, j'ai dit mon vieux Charrière, je ne te connais pas, ne pense pas surtout que je viens de te demander l'aumône, ni que je te veux du mal. Mais avant de faire quoi que ce soit contre toi, je vois qu'il y a plagiat avec moi. Maintenant, tout ce que tu racontes, c'est du mensonge. Les dernières phrases qu'il prononce sur sa lettre, je suis un truand et je reste un truand. Si Papillon est bel et bien allé au bagne, les aventures qu'il s'attribue sont en réalité pour une grande part celles de René Belbenoît. Papillon ne s'est jamais évadé de l'île du Diable sur un radeau de coco. Comme Trancac, il a profité de la désorganisation du bagne pendant la guerre pour se faire la belle. Il n'y avait plus de nourriture à nous parvenir. Il n'y avait plus de contrôle. Les bateaux n'arrivaient plus de Cayenne. Les militaires et les surveillants sont partis par la rivière et c'était la débandade dans les camps. L'occasion s'est présentée de s'enfuir et nous avons construit un bateau pour descendre jusqu'à l'embouchure du fleuve. En mer, nous avons été secourus par un bateau américain. Je connaissais la mer, alors mes camarades sont venus vers moi pour tout organiser. Tandis que Trancac trouve refuge de l'autre côté du Maroni, à l'abri dans la boulangerie du bagne, Jacek survit. Il a ainsi échappé à la mort par sous-nutrition qui a frappé en masse les forçats entre 1940 et 1945. Libéré en 1950, Jacek décide de rester en Guyane. Où irait-il de toute façon? Il choisit d'aller travailler dans une léproserie à quelques kilomètres de Saint-Laurent. Il y passe 15 ans. Au milieu des années 70, Jacek retrouve Saint-Laurent et ses anciens compagnons de chaîne restés là. Il prend sa retraite avec eux dans l'hôpital. Il devient coiffeur, ouvre une bibliothèque.
En 1988, il est contacté par un Américain qui est persuadé de faire fortune en éditant ses mémoires. Mais Jacek délivre le récit de sa vie au compte-gouttes, obtient des rallonges et négocie chaque détail. Après avoir obtenu ainsi plus de 10 000 $, il conseille finalement à son mécène de s'inspirer d'une source qui a déjà fait ses preuves en librairie, Papillon. Retiré du monde depuis plus de 40 ans, Jacek choisit, avec l'argent que le bagne lui a fait gagner, de revoir une dernière fois Varsovie. Les habitants de Saint-Laurent se mobilisent et le sous-préfet lui délivre un passeport français. Qu'allait-il rechercher dans sa Pologne natale? Voulait-il se confronter aux désastres auxquels il avait échappé en fuyant vers Paris la famine et les pogroms? Ou tout simplement revoir les rives de la Vistule? Brièvement filmé par une équipe de télévision sur le chemin du retour, Jacek ne s'est jamais livré. Il faut bien regarder autour de vous, voir si vous reconnaissez, si vous voyez des choses. Mais je vous dis, c'est comme à Varsovie, j'ai dit 23 ans, je ne reconnais rien du tout. Il lui arrivait parfois de faire visiter le bagne aux touristes de passage. Les ombres du bagne ont disparu une à une. René Belbenois s'est éteint discrètement à 60 ans dans un petit village de Californie. Il n'a survécu au bagne que 6 ans. Malgré un dernier hommage de Paris Match, il est mort trop tôt pour connaître la gloire de Papillon. Oubliez aussi Charles Huth, le cycliste cambrioleur, qui décède dans l'anonymat d'une roulotte au milieu d'un terrain vague au début des années 70. Tran Kakman, à 104 ans, était le dernier bagnard vivant. Il est mort en 2004. Lorsque je m'habillais, j'avais de l'or cousu partout sur mes vêtements. De l'or, de l'or, de l'or, encore de l'or. Quand je jouais aux cartes, les gens autour de la table disaient « Mais qui est ce jeune homme ?» Alors ils ne regardaient plus les cartes et je trichais. Quand je faisais monter une prostituée à l'hôtel, elle voyait d'abord mes beaux vêtements, mes montres en or et tout le reste. Ensuite seulement, je lui montrais ce qui toute ma vie a été ma meilleure carte, mon sexe. Quand j'étais tout nu devant elle, vous ne pouvez pas imaginer comme elles étaient impressionnées. Les récits de ses exploits qu'il faisait à ses filles rappellent que le vieillard, du golfe du Tonkin aux 2 rives du Maroni, était resté un pirate. Les survivants indo-chinois du convoi de 1931 ont eu moins de chance que lui. En 1945, la France était en guerre contre l'Indochine et il était hors de question de renvoyer chez eux ses militants. En 1954, lors de l'indépendance du Vietnam, le gouvernement de Ho Chi Minh n'avait pas les moyens de les rapatrier. Ils se sont installés dans le quartier du port de Cayenne. Leurs descendants aujourd'hui ignorent pour la plupart ce que furent les combats qui ont mené leurs parents en Guyane. Jacek, bagnard sans cause et sans histoire, est mort foudroyé en pleine rue d'une congestion cérébrale alors qu'il revenait d'une partie de poker à Cayenne. Dans son testament, il demandait à être enterré au Bambou, cette partie du cimetière de Saint-Laurent réservée aux bagnards.
Il repose aujourd'hui aux côtés de ses compagnons de misère, pour qui le bagne a été pendant plus d'un siècle une terre d'expiation. Il reste leur dernière demeure.